Le bruit des assiettes qui s'entrechoquent est une symphonie chaotique qu'Elena Moreau connaît par cœur. Chaque tintement de verre, chaque éclat de rire et chaque orgue aboyé depuis la cuisine composent la bande-son de sa survie. Depuis la mort de sa mère, 6 mois plus tôt, ses journées se sont transformées en un marathon sans fin, une course effrénée pour combler le gouffre financier que la maladie avait creusé. Ses pieds la brûlent dans ses chaussures usées, son dos est un nœud de douleur constant, mais elle continue d'avancer, un sourire professionnel figé sur son visage. Elle slalome entre la table de la Stella, ce restaurant italien haut de gamme, où le prix d'un seul plat pourrait payer son loyer d'une semaine. Ce soir, l'endroit est bondé, une mer de visages anonymes et exigeants. Pourtant, au milieu de ce tumulte, une table dans un coin isolé attire son attention. Une enclave de silence et de gravité, presque un trou noir aspirant toute la lumière et le bruit environnant. Là, un homme et une petite fille dînent dans une immobilité presque effrayante, une bulle de chagrin au milieu de la fête. Elena sent un frisson la parcourir, une prémonition inexplicable que cette table n'est pas comme les autres, qu'elle représente un tournant qu'elle n'a pas vu venir. L'homme est Marc De Luca, le propriétaire de l'établissement, bien qu'il ne vienne que rarement. Il est connu sous le nom du fantôme, une silhouette taillée dans le marbre froid du pouvoir et du secret. Assis face à lui, sa fille de 3 ans, Lily, est une poupée de porcelaine aux yeux immenses et vides. Elle ne parle pas, jamais. La rumeur dit qu'elle est devenue muette après avoir assisté à une chose terrible, une tragédie qui a volé la vie de sa mère et l'âme de son père. Elena les observe de loin, une douleur familiale lui serrant la poitrine. Elle voit la solitude de cet enfant, le désespoir silencieux de ce père, et cela résonne avec son propre deuil. C'est fou comme la vie peut vous briser de 1000 manières différentes, que vous soyez dans un appartement modeste ou un manoir sécurisé. Si des histoires comme celle-ci, sur la façon dont des étrangers peuvent changer le cours de nos vies, vous touchent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces récits. Elena secoue la tête, chassant ses pensées. Elle n'a pas le temps pour la pitié, elle a des tables à servir et des dettes à rembourser. Son manager, un homme à la moustache fine et au regard fuyant, l'intercepte près de la cuisine, le visage crispé par la contrariété. Il lui reproche d'avoir mis 1 seconde de trop à apporter l'addition à la table 7, une critique acerbe et injuste qui la pique au vif. L'humiliation est une brûlure lente, s'ajoutant à l'épuisement physique. Dans la poche de son tablier, le papier froissé de son dernier avis d'expulsion lui rappelle que la moindre erreur, le moindre pourboire manqué peut la faire basculer dans le vide. Sa vie est un calcul permanent, une équation angoissante où les factures l'emportent toujours sur ses maigres revenus. Elle repense au visage de sa mère, à ses derniers jours, et la promesse qu'elle s'était faite de s'en sortir, de ne jamais sombrer. C'est cette promesse qui l'a fait tenir debout. Elle ravale sa colère, murmure des excuses, et se dirige vers la table de Marc De Luca pour remplir leur verre d'eau. Son cœur bat la chamade, non pas à cause du regard de son manager, mais à cause d'une appréhension irrationnelle face à cet homme et à cette enfant silencieuse. En s'approchant, l'air autour de la table semble se densifier, devenir plus froid. Elena sent le poids du regard de Marc De Luca sur elle avant même de le croiser. C'est un regard d'une intensité rare, gris comme l'acier, qui ne se contente pas de voir, mais qui analyse, dissèque et juge. Elle se sent soudainement vulnérable, comme si son tablier bon marché et ses mains abîmées par le travail trahissaient toute sa précarité. Elle se concentre sur sa tâche, versant l'eau avec une main qu'elle s'efforce de garder stable. Elle risque un sourire pour la petite Lily, un geste instinctif de chaleur dans cet océan de glace. L'enfant ne lui rend pas son sourire, mais ses grands yeux sombres restent fixés sur elle, une lueur de curiosité, peut-être même de reconnaissance, brillant dans leur profondeur. Le silence est assourdissant, rompu seulement par le cliquetis lointain des couverts. Elena a l'impression d'être sur une scène, sous un projecteur impitoyable. Elle termine son service, recule d'un pas, désireuse de s'échapper de cette tension palpable, mais le regard de l'enfant la retient prisonnière 1 seconde de plus. C'est au moment où elle se retourne pour partir que tout bascule. Une petite main potelée se tend, un index minuscule pointé directement dans sa direction. Puis une voix s'élève, une voix d'enfant, claire et pure, mais chargée d'une urgence qui déchire le silence. « Maman ». Le mot flotte dans l'air, suspendu, irréel. Autour d'eux, les conversations s'éteignent les unes après les autres, comme des bougies soufflées par une onde de choc. Elena se fige, le dos tourné, le plateau tremblant entre ses doigts. Ce seul mot a fait voler en éclats la carapace qu'elle avait mis des mois à construire autour de son cœur endeuillé. C'est le mot qu'elle pleurait en silence la nuit, celui qu'elle ne pensait plus jamais entendre. C'est un mot qui ne lui est pas destiné, mais qui la frappe avec la force d'une vérité oubliée. Lentement, presque craintivement, elle pivote sur elle-même, ses yeux cherchant instinctivement ceux de Marc De Luca. Elle y découvre non pas de la colère ou de l'agacement, mais un abîme de stupéfaction et de désarroi. Le masque impénétrable du fantôme s'est fissuré. Pendant une fraction de seconde, Elena ne voit plus un parrain redoutable,
mais un homme anéanti, un père submergé par un miracle aussi beau que douloureux. Son regard passe de sa fille, qui continue de pointer Helena, à la jeune serveuse, et une myriade d'émotions contradictoires traverse ses traits. L'espoir, la confusion, la méfiance et une lueur de désespoir pur. À côté de lui, son bras droit, Ricardo, semble tout aussi abasourdi, la bouche légèrement entr'ouverte. Lily, imperturbable, répète le mot, plus doucement cette fois-ci, comme une incantation, un appel. Maman. Pour Helena, la scène est surréaliste. Elle se sent à la fois intruse et actrice principale d'un drame qui n'est pas le sien. Elle voudrait dire quelque chose, expliquer qu'il y a une erreur, mais les mots restent coincés dans sa gorge. Marc se lève alors d'un mouvement sec, son autorité reprenant le dessus. Il fait un signe discret à Ricardo, mais ses yeux, eux, ne quittent pas Helena, la scrutant comme si elle était à la fois la cause de son malheur et son unique solution. Cette nuit-là, le coup près tombe. Son manager la licencie sans ménagement, prétextant que l'incident à la table de M. De Luca a perturbé la clientèle et nuit à la réputation de l'établissement. C'est une excuse absurde, une injustice flagrante qui la laisse sans voix et sans emploi. Elle marche sous une plume attente, la lettre de licenciement se désagrégeant dans sa main, chaque goutte d'eau semblant laver ses derniers espoirs. Son monde s'est effondré en l'espace de quelques heures. La dette, la solitude, le deuil, tout lui revient en pleine face avec une violence inouïe. Arrivée devant son immeuble délabré, elle s'arrête, le souffle court, accablée. C'est alors qu'une berline noire, d'un luxe ostentatoire, glisse silencieusement à ses côtés. La vitre teintée s'abaisse, révélant le visage de Marc De Luca, à peine éclairé par la faible lueur des lampadaires. Son expression est indéchiffrable, mais sa voix est grave, calme, tranchant le son de la pluie. « Montez, mademoiselle Moreau, nous devons parler. » Ce n'est pas une invitation, mais un ordre. Au fond du gouffre, une main inattendue se tend vers elle, une main puissante et dangereuse, qui pourrait aussi bien la sauver que la détruire. L'habitacle de la voiture était un cocon de silence et de cuir, une bulle luxueuse qui contrastait violemment avec le chaos de la pluie battant contre les vitres et le tumulte de ses propres pensées. Helena restait immobile, trempée jusqu'aux os, l'eau de ses vêtements formant une petite flaque sur le tapis de sol immaculé. Elle n'osait ni bouger ni parler. À côté d'elle, Marc De Luca conduisait avec une concentration imperturbable, ses mains gantées de cuir tenant fermement le volant. La ville défilait à travers la fenêtre, un flou de néons et de reflets sur l'asphalte mouillé. Chaque seconde étirait l'attention à son paroxysme. Elle sentait son regard la frôler de temps à autre, un examen rapide, analytique, qui la faisait se sentir encore plus misérable. Elle était une énigme qu'il semblait vouloir résoudre, ou peut-être simplement un problème qu'il avait décidé de gérer. La voiture s'arrêta finalement devant son immeuble, une façade grise et fatiguée qui semblait s'affaisser sous la pluie. Le luxe de la berline paraissait obscène dans ce décor de détresse. Il coupa le moteur, et le silence devint encore plus lourd, chargé de toutes les questions qu'elle n'osait pas poser et des réponses qu'elle redoutait d'entendre. Il ne se contenta pas de la déposer. Lorsqu'elle sortit de la voiture, s'attendait à le voir repartir dans un murmure de moteur puissant. Il sortit à son tour, son long manteau noir le protégeant de l'averse. Sans un mot, il la suivit dans le hall d'entrée miteux, puis dans l'ascenseur grinçant qui les hissa jusqu'à son étage. Chaque pas qu'il faisait derrière elle résonnait comme un jugement. Elle ouvrit la porte de son petit appartement avec des mains tremblantes, se sentant envahie, exposée. La pièce unique qui lui servait de salon et de chambre à coucher parut soudainement minuscule, pathétique. Les livres d'occasion épilés, le plaid d'usine sur le canapé-lit, tout ce qui constituait son refuge semblait crier sa précarité. Son regard à lui balaya l'espace, s'attardant une seconde sur la vie d'expulsion posée bien évidemment sur la petite table basse. Il n'eut aucune réaction visible, pas un froncil moche sourcil, pas un soupir. Mais Helena sentit la comte la submerger comme une vague brûlante. Il voyait tout, sa solitude, sa pauvreté, son échec. Devant cet homme, elle était un livre ouvert dont les pages racontaient une histoire de défaite et de désespoir. Marc fit quelques pas dans la pièce, ses chaussures italiennes polies semblant déplacées sur le lino usé. Il s'arrête près de la fenêtre, regardant la pluie strier la vitre avant de se tourner vers elle. Sa voix, quand il parle enfin, était basse et dénuée de toute émotion, comme s'il dictait les termes d'un contrat commercial. « Je veux que vous veniez travailler pour moi, mademoiselle Moreau. Pas au restaurant, chez moi. » Il marqua une pause, la laissant absorber le choc de ses paroles. « Votre unique tâche sera de vous occuper de Lily, d'être sa compagne, de lui parler, de jouer avec elle, d'être présente. Vous vivrez dans ma propriété. Tous vos besoins seront pris en charge. » Il nomma alors un chiffre, un salaire mensuel si exorbitant qu'Helena crut avoir mal entendu. C'était une somme qui pouvait effacer toutes ses dettes, la mettre à l'abri pour des années. C'était une bouée de sauvetage, un miracle financier. Mais c'était aussi une chaîne dorée. Il ne lui offrait pas un emploi, il lui proposait d'acheter sa vie, sa présence, sa chaleur, pour guérir sa fille. L'offre était à la fois une insulte à sa fierté et la plus grande tentation qu'elle ait jamais connue. Le mot sortit de sa bouche avant même qu'elle n'ait eu le temps de peser toutes les conséquences, un réflexe de survie de son âme meurtrie. Non. Le son était faible mais ferme. Elle releva le menton, croisant son regard d'acier. «
Je vous remercie pour votre offre, monsieur De Luca, mais je ne suis pas à vendre. Ma vie n'est peut-être pas grand-chose à vos yeux, mais c'est la mienne. Je ne suis pas une nounou, et je ne suis certainement pas un pansement pour votre famille. » Chaque mot était une petite victoire contre la peur qui lui nouait l'estomac. Elle s'attendait à de la colère, de l'impatience, peut-être même une menace voilée. Mais Marc De Luca resta impassible. Il l'écoutait attentivement, une lueur indéchiffrable dans les yeux. Était-ce du respect? De l'amusement? Elle ne pouvait le dire. Il se contenta d'hocher la tête, un mouvement à peine perceptible. « Comme vous voudrez. » Il se dirigea vers la porte, son calme était presque plus déstabilisant qu'une confrontation. Il s'arrêta sur le seuil et se tourna une dernière fois vers elle. « Le monde est un endroit difficile, mademoiselle Moreau. Assurez-vous que votre fierté vous tiendra chaud la nuit. » Puis il partit, la laissant seule avec le silence, l'odeur de la pluie et le poids d'une décision qui allait la hanter. La fierté ne lui tint pas chaud bien longtemps. Dès le lendemain matin, la dure réalité de sa situation la frappa avec la brutalité d'un poing en plein visage. Le propriétaire, un homme au sourire faux et au cœur sec, se présenta à sa porte, accompagné de 2 déménageurs aux allures de videurs. L'avis d'expulsion n'était plus une menace lointaine, c'était un ordre d'exécution. En moins d'1 heure, ses maigres possessions se retrouvèrent empilées sur le trottoir humide, exposées au regard des passants. L'humiliation était totale, publique. Assise sur sa valise, elle regardait les gens passer, certains détournant les yeux par pitié, d'autres la jugeant au silence. C'est à ce moment précis, alors qu'elle touchait le fond, que son ex-petit ami, Julien, apparut comme un vautour attiré par la charogne. Il lui offrit son aide avec une fausse sollicitude, suggérant qu'elle pourrait revenir chez lui, oubliant commodément les raisons pour lesquelles elle l'avait fui, son caractère contrôlant, ses crises de jalousie, la peur qu'il lui inspirait. Le voir là, essayant de profiter de sa détresse, fut la dernière goutte. Elle était seule, sans abri, et les seules mains qui se tendaient vers elle étaient celles qui voulaient la posséder ou la briser. Alors qu'elle repoussait fermement les avances de Julien, une autre voiture noire, différente de celle de Marc mais tout aussi imposante, s'arrêta le long du trottoir. La portière arrière s'ouvrit et Ricardo en descendit. L'homme de main de Marc De Luca était l'incarnation du professionnalisme discret. Il ignora complètement Julien, qui s'éclipsa rapidement devant cette nouvelle autorité, et s'adressait à Elena avec un respect formel qui la désarçonna. « Mademoiselle Moreau, monsieur De Luca m'envoie. » Sa voix était calme, posée. « Il a appris pour votre licenciement. L'ancien directeur du restaurant ne travaillera plus jamais dans cette ville. Monsieur De Luca ne tolère pas l'injustice. » Cette révélation la laissa sans voix. Marc avait agi dans l'ombre, appliquant son propre code moral, vengeant une injustice qu'elle avait subie sans même qu'elle ne le sache. Ricardo continua, son ton se faisant plus doux. « Il s'est inquiété pour vous. Il comprend votre refus d'hier, votre fierté. Mais il vous demande de reconsidérer son offre. Pas pour lui, pas pour l'argent, pour Lily. La petite ne cesse de vous réclamer depuis hier soir. » Il lui tendit une main gantée. « Laissez-moi simplement vous conduire quelque part. Après cela, vous serez libre de votre choix. » La destination n'était pas la forteresse de verre et d'estier qu'elle imaginait être la maison de Marc. Ricardo la conduisit dans un jardin public, un havre de paix au cœur de la ville, où les rires des enfants se mêlaient au chant des autres. Sur un banc, à l'écart de l'agitation, Marc De Luca était assis, et à côté de lui, se balançant doucement les pieds, se trouvait Lily. La petite fille portait un manteau rouge vif qui contrastait avec la pâleur de son visage et la gravité de ses grands yeux sombres. Quand elle aperçut Elena, son visage s'illumina d'une manière si pure, si spontanée, que le cœur d'Elena se serra. L'enfant ne dit rien, mais elle glissa du banc et courut vers elle, ses petites jambes la portant aussi vite qu'elle pouvait. Elle s'arrêta juste devant Elena, et avec une timidité infinie, tendit sa petite main pour toucher le tissu de son jean. Ce simple contact, ce geste de confiance absolue, fit voler en éclats toutes les barrières qu'Elena avait érigées. Elle s'agenouilla pour être à sa hauteur, et le regard que Lily posa sur elle n'était pas celui d'une enfant qui voyait une étrangère, mais celui d'une âme perdue qui venait de retrouver son ancre. Dans les yeux de cet enfant, Elena vit le reflet de sa propre solitude. Elle comprit que le mot « maman » n'était pas une simple confusion, mais l'expression d'un besoin fondamental, un appel à la tendresse et à la sécurité qu'elle-même ressentait si cruellement. Elle resta là, à genoux sur l'allée du parc, la main de Lily dans la sienne, complètement oublieuse de Marc qui les observait à distance, une statue silencieuse de chagrin et d'espoir. Tout le reste s'effaça, la dette, l'expulsion, la peur du monde de Marc. Il ne restait que ce lien fragile et puissant avec cette petite fille. Elle repensa à sa propre mère, à la douceur de ses mains, à la chaleur de ses étreintes. Elle s'était jurée de survivre, de se battre, mais peut-être que la survie ne consistait pas seulement à se protéger soi-même, mais aussi à protéger les autres. En acceptant l'offre de Marc, elle entrerait dans un monde de dangers inconnus, un univers régi par des règles violentes qu'elle ne comprenait pas. Mais en refusant, elle abandonnerait cet enfant à son silence,
tournant le dos à la seule lueur de connexion authentique qu'elle avait ressentie depuis des mois. La décision n'était plus un calcul rationnel entre la sécurité et le danger, mais un choix du cœur. Elle se releva, prit Lily par la main et marcha d'un pas décidé vers Marc de Luca. L'homme se leva à son approche, son visage impénétrable ne trahissant aucune émotion, mais elle vit dans la tension de ses épaules tout le poids de l'enjeu. Arrivée devant lui, elle le regarda droit dans les yeux, sa voix claire et sans tremblement. « J'accepte, mais à mes conditions. » Une lueur de surprise passa dans le regard de Marc. « Je ne suis pas votre employé. Je suis ici pour Lily. Je disposerai de mon propre espace et mes décisions concernant son bien-être seront respectées. Je ne veux rien vous devoir sur un compte en banque, vous paierez directement mes dettes et vous me garantirez un logement décent si je dois partir. Je ne veux rien vous devoir. » C'était un pari insensé, dicter ses conditions à un homme comme lui, mais c'était la seule façon pour elle de conserver un semblant de contrôle, une anse de dignité. Marc la fixa pendant un long moment, le silence s'étirant entre eux. Puis, pour la première fois, elle vit quelque chose bouger sur son visage, un quasi-sourire au coin de ses lèvres. Il hocha la tête. Entendu. Le pacte était scellé. En prenant la main de Lily, elle fit le premier pas vers sa voiture, laissant derrière elle les débris de son ancienne vie, pour entrer de plein pied dans la cage dorée du fantôme. La villa de Marc de Luca était moins une maison qu'une forteresse. Construite en verre, en acier et en béton brut, elle surplombait la ville depuis une colline isolée, une sentinelle silencieuse et impassible. Pour Elena, c'était une cage dorée. Les immenses baies vitrées offraient une vue à couper le souffle, mais elles semblaient aussi la séparer du monde, la maintenir à distance de la vie qu'elle avait connue. Ricardo lui avait exposé les règles avec une précision chirurgicale, des horaires stricts pour Lily, des zones de la propriété interdites, une communication constante via un interphone. Elle se sentait observée en permanence, chaque geste évalué. Elle avait été installée dans une aile réservée aux invités, une suite luxueuse mais impersonnelle. Son premier acte de rébellion, ou plutôt de survie, fut de déballer ses quelques affaires, des livres de poche au coin corné, une photo jaunie de sa mère, une petite plante en pot qu'elle avait réussi à sauver. Dans cette immensité froide et calculée, son petit coin de chambre devint un sanctuaire, une île de chaleur et de souvenirs au milieu d'un océan de marbre et de solitude. C'était sa façon de dire qu'elle était là, mais qu'elle ne se laisserait pas effacer. La cuisine était un autre champ de bataille silencieux. Un chef privé, un homme à l'air sévère, préparait des repas dignes d'un restaurant étoilé, des plats complexes et méticuleusement présentés que Lily touchait à peine. Un soir, exaspérée par le silence tendu des dîners, Elena décida de prendre les choses en main. Elle entrait dans la cuisine immaculée, un territoire qui lui était implicitement interdite, et commença à préparer une purée de pommes de terre simple et un poulet rôti, des odeurs qui lui rappelaient les dimanches de son enfance. Marc la trouva là, au milieu des casseroles, un tablier emprunté noué à la caille. Son regard était un mélange de surprise et de contrariété. « Le chef s'en occupe », dit-il d'une voix neutre. « Lily a besoin de nourriture réconfortante, pas d'une œuvre d'art », rétorquait-elle sans se démonter. « Elle a besoin de quelque chose qui a le goût d'un foyer. » Un débat tendu s'ensuivit, non pas sur la gastronomie, mais sur leur vision opposée de ce qui était le mieux pour l'enfant, la sécurité contre les deux Marc, ou la chaleur improvisée d'Elena. Il ne dit plus rien, mais il resta, observant ses gestes, intrigué par cette femme qui osait défier son autorité dans son propre sanctuaire. Cette nuit-là, un cri perçant déchira le silence de la villa. « Maman ?» Le mot était chargé de terreur. Elena bondit de son lit, son cœur battant à tout rompre, et courut vers la chambre de Lily. Elle arriva en même temps que Marc, qui se tenait déjà près du lit de sa fille, l'air aussi désemparé qu'un général face à un ennemi invisible. Il essayait de la calmer avec des mots maladroits, des assurances logiques qui ne faisaient qu'attiser la panique de l'enfant. Lily se débattait, ses petits poings serrés, ses yeux cherchant désespérément quelque chose que son père ne pouvait lui offrir. Quand elle aperçut Elena dans l'embrasure de la porte, elle tendit les bras vers elle, un appel muet et déchirant. Elena s'approcha, écarta doucement Marc et prit la petite fille dans ses bras. Elle la berça, fredonnant une vieille berceuse que sa propre mère lui chantait. Lentement, les sanglots de Lily s'apaisèrent, remplacés par une respiration régulière. Marc resta en retrait, témoin silencieux de cette scène. Dans son regard, Elena vit un tourbillon d'émotions, de la gratitude, une pointe de jalousie et la douleur lancinante d'un amour perdu. Il venait de comprendre qu'elle n'était pas une simple solution, mais un baume indispensable. Le lendemain matin, en se réveillant, Elena découvrit une petite boîte en bois sculpté posée sur sa table de chevet. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une ballerine miniature tournait gracieusement sur elle-même au son d'une mélodie douce et familière.
C'était une boîte à musique ancienne, un objet délicat et plein de charme. Il n'y avait pas de mots, pas de cartes, mais elle sut immédiatement qu'elle venait de Marc. Elle se souvint d'une conversation anodine quelques jours plus tôt, où elle avait mentionné en passant à quel point elle aimait ces vieux mécanismes. Il avait écouté. Il s'était souvenu. Ce geste, si inattendu de la part d'un homme aussi fermé et contrôlant, la toucha profondément. Ce n'était pas un cadeau coûteux destiné à l'impressionner, mais une attention personnelle, presque timide. C'était sa manière silencieuse de dire merci, de reconnaître le réconfort qu'elle avait apporté à sa fille. Pour la première fois, elle sentit une fissure apparaître dans l'armure de glace de Marc de Luca. Derrière le fantôme, il y avait peut-être un homme capable de gestes tendres, un homme qui, comme elle, était simplement brisé par le chagrin. Une chaleur inattendue se propagea dans sa poitrine, une étincelle fragile dans l'obscurité de leur cohabitation forcée. Se sentant un peu plus en confiance, Elena décida que Lily avait besoin de plus qu'une maison stérile, aussi sûre soit-elle. Elle avait besoin de sentir l'herbe sous ses pieds et le soleil sur sa peau. Un après-midi, après une averse, elle ignora le protocole strict de Ricardo et emmena la petite fille dans le vaste jardin de la propriété. Elle lui montra comment faire des pâtés de boue, comment chercher des vers de terre. Bientôt, le rire clair de Lily résonna entre les arbres, un son que personne n'avait entendu depuis plus d'1 an. Elles étaient toutes les deux couvertes de terre, heureuses et insouciantes, quand la silhouette imposante de Marc apparut sur la terrasse. Son visage était un masque de fureur froide. « Qu'est-ce que vous faites ?» Sa voix était basse, tranchante comme une lame. « Je vous avais donné des règles précises, la sécurité avant tout. » Elena se releva, le défi brillant dans ses yeux. Elle est en sécurité. Elle est aussi en train de vivre. Regardez-la, Marc. Elle sourit. N'est-ce pas plus important que vos murs et vos caméras? Un enfant a besoin de se salir, pas d'être imprégné. La confrontation fut brève mais intense, un choc frontal entre son besoin de contrôle absolu et son désir à elle de ramener la vie dans ce mausolée. Quelques jours plus tard, dans un geste qui pouvait être interprété comme une trêve ou un test, Marc autorisa Elena à retourner à son ancien appartement pour récupérer quelques affaires personnelles supplémentaires. La condition était qu'elle soit escortée par Ricardo. L'homme de main, toujours aussi professionnel, la conduisit à travers la ville dans un silence respectueux. En arrivant devant son vieil immeuble, une vague de nostalgie la submergea. C'était une vie simple, difficile, mais c'était la sienne. Alors qu'elle montait les quelques marches menant à la porte d'entrée, elle s'arrêta net. Sur le paillasson usé, gisait un oiseau mort, un pigeon, le cou visiblement brisé. Ce n'était pas un accident, c'était un message, une signature macabre du monde auquel elle appartenait désormais. Ricardo la rejoignait en quelques secondes, son visage se durcissant instantanément. Il la saisit fermement par le bras. « On s'en va, maintenant. » Il ne lui laissa même pas le temps de poser une question. Le danger, qui avait été jusqu'à présent une notion abstraite, venait de se matérialiser de la manière la plus brutale. Ce n'était plus une histoire qu'on lui racontait. C'était une menace tangible, déposée sur le seuil de son ancienne vie. Un avertissement clair qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. De retour à la villa, l'atmosphère avait changé. La tension était palpable. Ricardo fit son rapport à Marc dans le bureau de ce dernier, à voix basse. Mais Elena, qui attendait dans le couloir, vit la transformation s'opérer sur le visage de Marc à travers la porte entr'ouverte. Le père inquiet et l'homme d'affaires distant disparurent, laissant place au fantôme. Ses yeux, habituellement gris tempête, devinrent 2 éclats de glace. Son corps, d'habitude si calme, se tendit comme un ressort, vibrant d'une fureur contenue et létale. Il ne cria pas, il ne fit aucun geste brusque. Au lieu de cela, il prit son téléphone et passa une série d'appels. Sa voix était un murmure mortel, chaque mot pesé et chargé de menaces. Elena entendit des bribes de phrases. Trouver qui a approché Antonio Risso. Doubler la surveillance. Aucune marge d'erreur, vous comprenez? Pour la première fois, elle ne voyait pas seulement un homme puissant, mais un prédateur au sommet de sa chaîne alimentaire. Il régnait sur un royaume sombre et violent, et quelqu'un venait de commettre l'erreur impardonnable de jeter une pierre dans son jardin secret, menaçant ce qu'il considérait désormais comme sien. La peur qu'elle ressentit n'était plus seulement pour elle-même, mais aussi pour l'homme qu'il était capable de devenir. La sécurité autour de la propriété devint étouffante. Des gardes supplémentaires patrouillaient le périmètre, leurs silhouettes sombres se déplaçant avec une efficacité silencieuse. Elena se sentait de plus en plus prisonnière. Un matin, agissant par vieille habitude, elle se dirigea vers la boîte aux lettres massive à l'entrée du domaine, une tâche qui lui était désormais formellement interdite. Parmi les factures et les magazines de luxe, une enveloppe blanche, sans timbre ni adresse de retour, attira son attention. Son nom n'y figurait pas. À la place, une écriture soignée et légèrement inclinée indiquait « Pour la nouvelle maman ». Un frisson glacial parcourut son échine. Avec des doigts tremblants, elle déchira l'enveloppe. À l'intérieur, il n'y avait pas de lettre, juste une photographie. Une photo d'elle et de Lily, quelques jours plus tôt, dans le jardin, en train de rire au milieu de leur pâté de boue. L'image avait été prise de loin, probablement depuis les bois qui bordaient la propriété, avec un téléobjectif. Un cercle rouge, désigné au marqueur, entourait le visage souriant de Lily. Le message était d'une clarté terrifiante. « Nous vous voyons. Nous pouvons vous atteindre. Nous pouvons l'atteindre. » Le sang quitta son visage. La menace n'était plus un symbole. C'était une promesse.
Oubliant toute prudence, toute peur de l'autorité de Marc, Elena fit éruption dans son bureau, la photographie crispée dans sa main. Elle la jeta sur le bois sombre et poli de son bureau. « C'est à cause de moi. » Sa voix était un mélange de rage et de panique. « C'est parce que je suis là que vous la mettez en danger. Je suis un phare qui attire vos ennemis vers elle. » Tous ses doutes, toutes ses peurs et son sentiment d'imposture explosèrent en un flot d'accusations. Elle n'était pas une protectrice, elle était une cible qui rendait Lily vulnérable. Marc se leva, le regard fixé sur la photo, la mâchoire serrée, un muscle tressaillant sur sa tempe. Il contourna lentement le bureau, son calme contrastant violemment avec la tempête qui faisait rage en elle. Il s'arrêta juste devant elle, et, au lieu de la réprimander, ou de la rassurer avec des platitudes, il fit quelque chose d'inattendu. Il prit doucement ses mains tremblantes dans ses siennes, son contact à la fois ferme et réconfortant. « Non, » dit-il, sa voix un grondement bas et intense qui vibrait à travers elle. « C'est parce que vous êtes là qu'elle a une chance de vivre, et je tuerai quiconque essaiera de vous l'enlever. » Cette promesse était à la fois un refuge et une déclaration de guerre terrifiante, scellant leur destin commun dans un monde où l'amour et la violence étaient désormais indissociables. La trêve fut de courte durée. Sur une impulsion, sentant Lily s'étioler dans le luxe stérile de la villa, Elena avait convaincu un Marc réticent de les laisser visiter une petite librairie jeunesse du centre-ville, un endroit qu'elle chérissait pour son atmosphère chaleureuse. Ricardo les accompagnait, une ombre discrète mais vigilante. L'attaque fut d'une rapidité et d'une brutalité chirurgicale. Alors qu'Elena montrait un livre d'images à Lily, deux hommes surgirent de nulle part. L'un neutralisa Ricardo avec une efficacité glaçante, tandis que l'autre se jeta sur elle, une main rêche se plaquant sur sa bouche, l'autre tentant d'arracher Lily de ses bras. La terreur pure, froide et paralysante, la submergea. Le cri de Lily fut étouffé, ses petits poings se débattant contre leur agresseur. Le monde bascula dans un chaos de livres renversés, d'étagères qui tombent et de cris de panique des autres clients. Elena se débattit avec la fureur d'une lionne, mordant, griffant, refusant de lâcher l'enfant. Elle ne pensait plus à sa propre sécurité, à la dette, à son passé. Il n'y avait plus que cet instinct primaire, absolu, protéger cette petite fille qui était devenue son monde. Le danger n'était plus une photo, c'était une réalité suffocante qui sentait la sueur et la violence. Elena, plaquée au sol, protégeant Lily de son corps, n'eut que des aperçus de la scène. Le bruit sourd d'un os qui se brise, le gargouillis d'un homme à qui on coupe la respiration, le silence soudain et absolu qui suivit. En quelques secondes, les deux agresseurs gisaient au sol, neutralisés mais vivants. Marc ne leur accorda pas un regard. Ses yeux, des éclats d'acier brûlants, se posèrent immédiatement sur elle et Lily. Il traversa le chaos, s'agenouilla près d'elle, et d'une main étonnamment douce, il écarta une mèche de cheveux du visage en larmes de sa fille. « C'est fini », murmura-t-il, sa voix un grondement bas qui vibrait dans la poitrine d'Elena. Il les aida à se relever, son bras formant un rempart infranchissable autour d'elle, et les guida hors de la boutique dévastée, laissant Ricardo s'occuper des conséquences. Elena tremblait, réalisant qu'elle venait de voir la véritable nature de l'homme dont elle partageait la vie. De retour dans le silence assourdissant de la villa, l'adrénaline retomba, laissant place à un tremblement incontrôlable. Lily, traumatisée, refusait de quitter les bras d'Elena, son petit corps secoué de sanglots silencieux. Marc, lui, arpentait le salon, un animal en cage, sa fureur contenue vibrant dans l'air. C'est alors qu'Elena remarqua le sang qui suintait à travers la manche de sa chemise blanche, une coupure profonde le long de son avant-bras qu'il avait ignoré dans l'urgence. Sans un mot, elle confia Lily à une gouvernante pétrifiée et se dirigea vers la salle de bain pour chercher la trousse de premier secours. Elle revint et se posta devant lui, attendant qu'il s'arrête. Il la regarda, surpris, quand elle lui prit doucement le bras. « Asseyez-vous », dit-elle d'une voix qui ne tolérait aucune objection. Pour la première fois, il obéit. Elle nettoya la plaie avec une concentration intense, ses doigts effleurant sa peau. Le contact était électrique, une parenthèse de soin et de silence au milieu de la tempête. Dans ce geste simple, leurs rôles s'inversèrent. Elle n'était plus la protégée, mais celle qui pansait les blessures. Et dans ses yeux, Marc vit une force qu'il n'avait jamais soupçonnée, une force qui le désarmait complètement. Cette proximité forcée par le drame fit voler en éclats le dernier rempart de Marc. Plus tard dans la soirée, après avoir enfin réussi à endormir Lily, elle la trouva sur la terrasse, contemplant les lumières de la ville. Il s'approcha d'elle, et pour la première fois, il parla de son passé, sans filtre, sans retenue. Son nom était Isabella, commença-t-il, sa voix rauque d'une douleur jamais exprimée. Il lui raconta leur histoire, la façon dont il l'aimait plus que sa propre vie, et comment cet amour même avait fait d'elle une cible. Rousseau savait, il savait que la toucher c'était me détruire. J'avais construit des murs autour de nous, des gardes, des protocoles, mais je n'ai pas vu la vraie menace. Pas la violence directe, mais la trahison. Il marqua une pause, le poids de la culpabilité l'écrasant. Elle a été tuée dans notre jardin, là où Lily joue aujourd'hui. Lily a tout vu, c'est pour ça qu'elle ne parlait plus. Il se tourna vers Elena, son regard une supplique vive. Toutes ces règles, cette prison dorée, ce n'est pas pour vous contrôler. C'est parce que j'ai déjà échoué une fois. Je ne peux pas échouer à nouveau, surtout pas avec vous. C'était une confession, un aveu de sa plus grande peur, et un fardeau qu'il partageait enfin. Elena écouta chaque mot, son cœur se serrant de compassion. La douleur de Marc faisait écho à la sienne, une mélodie différente mais jouée sur la même corde sensible du deuil et de l'impuissance. Quand il eut fini, elle ne lui offrit pas de fausse consolation. À la place, elle lui parla de sa propre guerre silencieuse. « Je n'ai pas perdu ma mère à cause d'un monstre comme Rousseau, dit-elle doucement, sa voix à peine un murmure dans la nuit. Je l'ai perdue à cause de cellules qui se sont rébellées, d'un système de santé qui coûte plus cher que la vie elle-même. Je l'ai regardée s'éteindre pendant des mois,
et chaque jour je me sentais plus inutile. Je signais des chèques sans provision pour des médicaments qui ne faisaient que prolonger sa souffrance, et je lui souriais en lui disant que tout irait bien. Elle releva les yeux vers lui, des larmes brillant sur ses joues. Je comprends ce que c'est que de vouloir construire une forteresse et de la voir s'effondrer de l'intérieur. La sécurité absolue n'existe pas, Marc. Tout ce que nous pouvons faire, c'est choisir pour qui nous sommes prêts à affronter la tempête. Vivre dans la peur, ce n'est pas protéger quelqu'un, c'est l'emprisonner avec soi. Leurs blessures se reconnaissèrent, créant un pont indestructible entre leurs deux âmes solitaires. Le silence qui suivit sa confession était différent. Il n'était plus tendu, mais rempli d'une compréhension mutuelle, d'une intimité profonde qui transcendait des mots. Marc fit un pas vers elle, réduisant l'espace qui les séparait à presque rien. L'air crépitait d'une énergie nouvelle, une attraction magnétique qui les attirait l'un vers l'autre. Lentement, comme s'il craignait qu'elle ne se brise, il leva la main et effleura sa joue du dos de ses doigts, essuyant une larme qu'elle n'avait pas senti couler. Son contact était à la fois une question et une promesse. Elena ferma les yeux, savourant cette chaleur inattendue. Le monde extérieur, avec ses menaces et ses monstres, semblait s'être dissous. Il ne restait que deux, suspendus dans cet instant fragile. Son visage se rapprocha du sien, leur souffle se mêlant. Elle sentit le désir de l'embrasser, un besoin aussi vital que de respirer. Mais juste avant que leurs lèvres ne se touchent, il s'arrêta. Une lueur de douleur et de conflit passa dans ses yeux. Il retira sa main, faisant un pas en arrière. « Je ne peux pas », murmura-t-il, la voix brisée. « Pas tant qu'il sera là. Te faire entrer dans ma vie, c'est déjà te mettre en danger. T'aimer, ce serait te condamner. » Le moment était rompu, mais le lien, lui, était désormais indéniable et irréversible. Le lendemain, la décision fut prise sans discussion. Rester à la villa était un suicide. Marc organisa leur départ pour une propriété isolée dans les montagnes, un sanctuaire secret que personne, pas même ses plus proches collaborateurs, ne connaissait. Le déménagement se fit dans la précipitation et le secret, sous le couvert de la nuit. Alors qu'Elena finissait de préparer un petit sac pour Lily, qui dormait enfin d'un sommeil épuisé, Marc entra dans la chambre de l'enfant. Il ne dit rien, se contentant de la regarder plier avec soin les minuscules vêtements de sa fille. Puis il s'approcha et prit une petite couverture en laine des mains d'Elena pour la plier avec elle. Leurs doigts se frôlèrent, un contact fugace mais chargé de sens. Pendant quelques minutes, ils n'étaient plus le parrain et la nounou, mais simplement un père et une mère, unis dans un geste tendre et protecteur pour leur enfant. Cette scène de domesticité tranquille, au cœur du chaos et de la peur, était plus intime que n'importe quelle déclaration. C'était la vision d'un avenir possible, un foyer, une famille. Une vision fragile et précieuse, une lueur d'espoir que leurs ennemis semblaient déterminés à éteindre avant même qu'elle n'ait pu réellement s'embraser. C'était pour cette vision qu'ils devaient maintenant se battre. Alors qu'ils s'apprêtaient à monter dans un véhicule blindé qui les attendait dans le garage souterrain, Ricardo se précipita vers Marc, le visage blême, un téléphone à la main. « C'est lui, pour vous. » Marc prit l'appareil, son expression se durcissant en un masque de granit. Il l'écouta sans un mot, mais Elena vit la couleur quitter son visage. Après un long silence, il répondit d'une voix si basse et si froide qu'elle en frissonna. « Que veux-tu, Russo ?» Elle entendit un rire étouffé et cruel à l'autre bout du fil. Puis Marc raccrocha brutalement. Il se tourna vers elle, et dans ses yeux elle lut une terreur qu'elle ne lui avait jamais vue. « Il sait, » dit-il, chaque mot tombant comme une pierre tombale. « Il sait que nous partons. Il sait où nous allons. » Il marqua une pause, le souffle coupé, et il m'a dit de vous souhaiter une bonne nuit et de vous dire que Lily a de la chance d'avoir quelqu'un qui lui chante à la Clairefontaine pour l'endormir. Le sang d'Elena se glaça dans ses veines. Cette berceuse, c'était leur secret, un murmure partagé dans l'intimité de la chambre de l'enfant. La menace n'était plus à l'extérieur des murs, elle était déjà à l'intérieur. Ils n'étaient pas seulement observés, ils étaient infiltrés. Le piège venait de se refermer sur eux. La panique fut une onde de choc silencieuse, une implosion qui anéantit tout l'air de la pièce. Le plan d'évasion, si méticuleusement préparé, s'évapora en un instant. Marc ne cria pas, ne jura pas. Il devint autre chose, une version plus froide et plus sombre de lui-même, une incarnation littérale de son surnom, le fantôme. Ses ordres furent donnés d'une voix dépourvue de toute inflexion, des commandes précises et létales qui transformaient la villa en une forteresse assiégée. Les portes se verrouillèrent, les mollets en acier descendirent sur les baies vitrées, plongeant leur sanctuaire dans une pénombre oppressante. Il devint un étranger pour Elena, un général manœuvrant ses troupes dans une guerre invisible, dont elle et Lily étaient l'épicentre. Il ne la regardait plus, ses yeux balayant chaque recoin, chaque visage de son personnel avec une méfiance glaciale. La trahison n'était pas une possibilité, c'était une certitude. Quelqu'un à l'intérieur, quelqu'un qui avait entendu la berceuse,
Quelqu'un qui avait partagé leur air les avait vendus. La chaleur fragile qu'ils avaient commencé à construire s'était changée en un tombeau de suspicion, et Elena comprit qu'ils n'étaient plus seulement prisonniers de Russo, mais aussi de la paranoïa de Mark. Les jours suivants furent un poison lent qui s'infiltra dans chaque parcelle de leur existence. La villa, autrefois un havre de paix malgré sa froideur, devint un tribunal silencieux. Mark et Ricardo menèrent une enquête interne impitoyable. Chaque membre du personnel, du chef cuisinier à la jardinière, fut interrogé, leur vie passée au crible, leur loyauté mise à l'épreuve. Elena observait ces scènes de loin, se sentant comme une intruse dans une tragédie qu'elle avait provoquée. L'atmosphère était devenue irrespirable, chargée de peur et d'accusations muettes. Les sourires avaient disparu, remplacés par des regards fuyants et des chuchotements qui cessaient dès qu'elle entrait dans une pièce. Elle essayait de maintenir une routine pour Lily, de lui lire des histoires et de jouer avec elle dans le confinement de sa chambre. Mais l'enfant sentait la tension. Elle était plus calme, plus collée à Elena, ses grands yeux reflétant l'angoisse ambiante. Elena se sentait de plus en plus coupable. C'était son arrivée qui avait tout déclenché. Elle était la faille dans l'armure de Mark, la vulnérabilité que Russo exploitait avec une précision diabolique. Chaque repas silencieux, chaque couloir vide, chaque regard suspicieux était un rappel constant qu'elle n'appartenait pas à ce monde et que sa présence le détruisait de l'intérieur. La trahison avait un visage familier et ridé, celui de Maria, la gouvernante âgée qui s'occupait de la maison de Luca depuis avant même la naissance de Lily. La découverte fut faite par Ricardo grâce à une transaction bancaire suspecte. Confrontée, la vieille femme s'effondra en larmes, avouant que Russo avait menacé son unique petit-fils pour la forcer à placer des micros dans la chambre de l'enfant. Elena assista à la scène depuis le haut de l'escalier, le cœur brisé par la pitié et l'horreur. Elle vit Mark écouter le récit de la trahison sans qu'un seul muscle de son visage ne bouge. Sa calme était terrifiant, plus effrayant que n'importe quelle explosion de colère. Il ne prononça aucune sentence, il se contenta de faire un signe de tête à Ricardo. Maria fut emmenée et Elena ne la revit jamais. Elle n'eut pas besoin de demander ce qui lui était arrivé. Le silence qui suivit son départ fut plus assourdissant que des cris. Ce soir-là, Elena vit le véritable visage du fantôme, un homme capable d'une justice expéditive et sans pitié, même envers ceux qui avaient trahi par peur. La ligne entre le protecteur et le monstre devint floue, et une peur nouvelle, une peur de l'homme qu'elle commençait à aimer, s'installa en elle. La vengeance de Russo ne se fit pas attendre. Ayant perdu sa source à l'intérieur, il décida de frapper fort, de prouver que les murs de Mark n'étaient pas impénétrables. L'attaque ne visa ni Elena ni Lily, mais le pilier de l'organisation de Mark, Ricardo. Tombé dans une embuscade alors qu'il se rendait à un rendez-vous supposé sûr, le fidèle concilié fut grièvement blessé. Il survécut, mais le message était clair. Personne n'était à l'abri. Quand Mark reçut l'appel, son visage devint une toile de fureur blanche et contenue. Il partit sans un mot, laissant Elena seule avec une Lily endormie et une peur viscérale. Il revint des heures plus tard, ses vêtements tachés de sang qui n'était pas le sien. Mais ce n'était pas le pire. Il lui tendit une enveloppe qu'on avait laissée sur Ricardo. À l'intérieur, une vieille photo d'Isabella, sa défunte femme. Au dos, quelques mots griffonnés par Russo. « Tu as toujours eu un faible pour les brunes aux yeux tristes, mais celle-ci au moins tu peux encore la sauver. Ou pas. » Le sous-entendu était d'une cruauté sans nom. Pour la première fois, une pensée terrible et insidieuse germa dans l'esprit d'Elena. N'était-elle qu'un remplacement, une copie conforme destinée à combler un vide et par conséquent une cible interchangeable. Le message de Russo fut le coup de grâce, la pièce manquante qui complétait le puzzle de sa culpabilité. Elle se regarda dans le miroir, étudiant ses cheveux bruns, la forme de ses yeux, cherchant les ressemblances avec la femme sur la photo. Chaque geste de tendresse de Mark, chaque moment de connexion, fut soudainement teinté par ce doute atroce. Était-il tombé amoureux d'elle ou de l'écho de son épouse perdue? Cette incertitude, couplée à la vision de Ricardo entre la vie et la mort et à la trahison de Maria, solidifia une terrible résolution en elle. Elle était le problème. Sa présence, sa ressemblance, son existence même dans cette maison attissait la haine de Russo et mettait en rangée les seules personnes qui comptaient désormais pour elle. Protéger Lily et Mark ne signifiait plus rester à leur côté, mais disparaître de leur vie. C'était la seule décision logique, le seul sacrifice qui pouvait, peut-être, apaiser la fureur de leur ennemi. Elle devait partir, non pas pour se sauver elle-même, mais pour les sauver eux. La douleur de cette décision était une lame de fond qui menaçait de la noyer, mais elle s'y accrocha comme à une bouée de sauvetage empoisonnée. C'était son devoir, son unique façon de réparer le mal qu'elle avait involontairement causé. Elle le trouva dans son bureau, un verre de whisky à la main, contemplant la nuit à travers la vitre blindée. L'odeur de l'antiseptique et du sang flottait encore faiblement autour de lui. Elle n'essayait pas d'adoucir le coup. « Je pars », dit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru possible. Il se tourna lentement, son regard fatigué et dur la fixant. « Vous fuyez. Ce n'était pas une question, mais une accusation. Non,
rétorqua-t-elle, le cœur battant à se rompre. Je vous protège. Russo me veut moi. Ma ressemblance avec elle, c'est ce qui l'obsède. Tant que je serai là, il ne s'arrêtera pas. Ricardo est à l'hôpital à cause de moi. Elle attendait qu'il la contredise, qu'il la retienne, qu'il lui dise que tout cela était faux. Mais Marc était un homme brisé, revenu à son état primaire de solitude et de méfiance. Il vit son départ non pas comme un sacrifice, mais comme une confirmation de sa plus grande peur, que tout ce qu'il touchait finissait par être détruit ou par l'abandonner. Vous avez raison, dit-il, sa voix glaciale brisant le dernier fil d'espoir d'Elena. Vous êtes une complication que je ne peux plus me permettre. Si vous voulez partir, alors partez. La porte est ouverte. Chaque mot était une gifle, une répudiation qui scellait leur rupture. Partir fut la chose la plus difficile qu'elle ait jamais faite. Le plus grand déchirement fut de quitter Lily. Elle entra dans la chambre de la petite fille, qui dormait paisiblement, son visage d'ange détendu dans le sommeil. Elena l'embrassa sur le front, une larme silencieuse tombant sur la joue de l'enfant. Elle posa délicatement la petite boîte à musique en bois sur la table de chevet. Un adieu muet, un souvenir de la tendresse qui avait existé entre eux. Puis, avec une valise contenant les quelques affaires avec lesquelles elle était arrivée, elle descendit les escaliers de marbre pour la dernière fois. Personne ne l'arrêta. La villa était silencieuse, un mausolée de ce qui aurait pu être. Elle franchit les portes massives et commença à marcher le long de la longue allée privée, s'éloignant de la seule maison où elle s'était sentie chez elle depuis la mort de sa mère. Elle ne se retourna pas. Derrière elle, dans l'ombre de son bureau, Marc la regardait s'éloigner. Un fantôme dans sa propre forteresse, le verre de whisky tremblant dans sa main. Ils étaient de nouveau seuls, chacun dans sa propre prison, séparés par un abîme de peur, de fierté et de chagrin. Et au loin, Antonio Russo souriait, savourant sa victoire. Il les avait brisés sans tirer un seul coup de feu. Le silence qui suivit son départ fut un ennemi plus insidieux que les balles de Russo. Marc de Luca ne le combattit pas avec du whisky ou de la fureur, mais avec une concentration glaciale, une rage canalisée en une pure stratégie. Son bureau, autrefois un sanctuaire de pouvoir, devint le centre névralgique d'une guerre invisible. Les cartes de la ville étaient superposées de schémas de surveillance, les écrans affichaient des flux de données financières, des transactions cryptées, des vies numériques disséquées. Il ne dormait plus. Il chassait. Chaque parcelle de l'empire de Russo, de ses entrepôts de façade à ses comptes offshore, était méticuleusement démantelée, non par la violence, mais par une intelligence chirurgicale. Il asphyxiait son ennemi financièrement, isolait ses lieutenants, semait la méfiance dans ses rangs. Mais au milieu de cette campagne méthodique, des fantômes le hantaient. L'écho du rire de Lily quand Elena lui faisait des chatouilles. L'odeur de cannelle et de vanille qui flottait dans la cuisine quand elle préparait un gâteau. Le souvenir de ses mains tremblantes soignant sa blessure. Chaque information qui le rapprochait de Russo était une victoire amère, car elle ne comblait pas le vide immense qu'Elena avait laissé. Un vide qui lui rappelait que gagner cette guerre ne signifierait rien s'il n'avait personne avec qui partager la paix. Elena, quant à elle, refusait de n'être qu'une note de bas de page tragique dans l'histoire de Marc. Réfugiée dans un petit studio anonyme que lui avait trouvé son amie Sophie, elle se sentait comme un animal traqué. Mais la peur était un luxe qu'elle ne pouvait s'offrir. Elle était la cause de cette escalade, et elle se devait de trouver une solution qui ne passe pas par les armes. Son esprit, habitué à calculer les pourboires et à mémoriser les commandes, se mit par analyser chaque détail de son séjour à la villa. La clé, elle en était convaincue, était Maria, la gouvernante trahie. Elle n'avait pas les moyens de Marc, mais elle avait une chose qu'il n'avait plus, la capacité de se fondre dans la masse, d'approcher les gens sans éveiller les soupçons. Après des jours de recherche discrète, elle retrouva la trace de la fille de Maria, une femme terrifiée qui vivait dans la banlieue. Elena l'aborda avec douceur, non pas en l'interrogeant, mais en partageant sa propre peur. Elle lui parla de Lily, de la gentillesse de Maria avant la trahison. Touchée par cette empathie inattendue, la femme finit par craquer, lui révélant le nom du lieu où Russo retenait parfois son neveu en otage, pour garantir la coopération de sa grand-mère. Un vieil entrepôt de conditionnement de poissons sur les quais, un endroit que personne ne surveillerait. L'heure de chemin, l'un tracé par la technologie et le pouvoir, l'autre par l'intuition et le courage, convergèrent vers le même point sur la carte. Marc, en suivant une piste financière obscure, identifiait le même entrepôt comme une plaque tournante pour les opérations de contrebande de Russo, une faiblesse dans son armure. Il préparait une intervention chirurgicale, une frappe décisive pour capturer son ennemi. Mais au même moment, Elena, armée de sa seule détermination, décidait de commettre l'acte le plus insensé et le plus courageux de sa vie. Croyant pouvoir négocier la libération du petit-fils de Maria, et par la même occasion, trouver un levier contre Russo, elle se rendit seule sur les quais.
Elle n'avait pas de plan, juste une conviction désespérée que la violence ne pouvait pas être la seule réponse. C'est en activant une surveillance audio à distance sur la zone que Marc entendit sa voix, calme et déterminée, s'adresser à l'un des gardes de Russo. Son sang se glaça. Elle n'était pas seulement en danger. Elle venait de se jeter volontairement dans la gueule du loup. Le piège qu'il avait si soigneusement tendu pour son ennemi venait de se refermer sur la seule personne qu'il ne pouvait pas perdre. L'intérieur de l'entrepôt sentait le sel, la rouille et la peur. Antonio Russo l'accueillit avec un sourire carnassier, savourant sa victoire. Il ne la toucha pas. Sa torture était psychologique. Assis face à elle, il lui détailla avec une cruauté gourmande à quel point elle ressemblait à Isabella. Les mêmes yeux tristes, la même façon de croire qu'il y a du bon en chacun. C'est ce qui l'a tuée, tu sais, sa compassion. Il lui montra des photos, des souvenirs volés de la vie de Marc avant elle, la forçant à se voir comme une simple doublure, un fantôme remplaçant un autre. Helena tremblait, mais elle refusait de lui donner la satisfaction de ses larmes. Elle le regarda droit dans les yeux. « Vous avez tort, vous ne le connaissez pas. Sa force, ce n'est pas sa cruauté, c'est l'amour qu'il porte à sa fille, et c'est quelque chose que vous ne pourrez jamais lui enlever. » Sa réplique, pleine d'une foi inébranlable, sembla le déstabiliser une fraction de seconde. C'est à ce moment précis que les lumières de l'entrepôt s'éteignirent d'un coup, plongeant la scène dans une obscurité quasi totale, rompue seulement par les faibles lueurs du port. Le fantôme venait d'entrer en scène. Le chaos fut bref, orchestré avec une précision mortelle. Marc se déplaçait dans l'ombre, une force silencieuse et inarrêtable. Les hommes de Russo tombèrent les uns après les autres, neutralisés sans un bruit. La confrontation finale eut lieu au centre de l'entrepôt. Russo tenait Helena, un couteau sous sa gorge. Fais un pas de plus de Luca, et elle subit le même sort qu'Isabella. Il ne demandait pas d'argent, ni de pouvoir. Il voulait que Marc regarde, impuissant. L'histoire se répétait. Mais cette fois, quelque chose était différent. Marc ne le regardait pas avec la haine d'un vengeur, mais avec le calme d'un homme qui avait déjà fait son choix. Lâche-la, Antonio. Pendant que toute l'attention de Russo était fixée sur Marc, Helena agit. Se souvenant des caisses de poissons glacés empilées près d'elle, elle frappa du talon de toutes ses forces sur une palette instable. La pile s'effondra dans un fracas assourdissant, déversant des kilos de glace et de poissons sur la sole. Déséquilibré une seconde par la surprise, Russo relâcha sa prise. C'était tout ce dont Marc avait besoin. Il ne tua pas son ennemi, il le désarma, le brisa, le laissant pour la police qui arrivait déjà. La victoire n'était pas dans la vengeance, mais dans le fait de l'avoir sauvé, ensemble. Dans le silence qui suivit les sirènes hurlantes, ils se firent face au milieu des débris. Le sang, la glace et l'odeur de la mer les entouraient. Marc s'approcha d'elle, non pas comme un parrain, mais comme un homme terrifié. Il prit son visage entre ses mains, ses pouces caressant ses joues, vérifiant qu'elle était bien réelle. « J'ai eu si peur », murmura-t-il, sa voix brisée par une vulnérabilité qu'elle ne lui avait jamais connue. « Quand tu es parti, je n'ai pas dit ces choses parce que je ne voulais pas de toi. Je les ai dites parce que l'idée de te perdre était plus terrifiante que n'importe quel ennemi. Je me suis cachée derrière ma colère. Pardonne-moi. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Helena, des larmes de soulagement et d'amour. « Je suis partie pour te protéger, » répondit-elle. « Mais j'ai compris que te protéger, c'est être à tes côtés, pas loin de toi. » Ce n'était pas une promesse faite dans la sécurité d'une villa, mais un pacte scellé dans les ruines de leur plus grande bataille. Il l'attira contre lui, son étreinte n'étant plus une cage dorée, mais un véritable foyer. En choisissant de s'affronter ensemble, ils n'avaient pas seulement vaincu un monstre, ils avaient choisi de construire leur avenir, non pas malgré les cicatrices, mais grâce à elles. 6 mois s'étaient écoulés, non pas comme une succession de jours, mais comme une longue et profonde respiration après une apnée interminable. La villa, autrefois une forteresse de verre et d'acier, s'était métamorphosée. La lumière du soleil, qui semblait auparavant se heurter aux vitres blindées, inondait désormais chaque pièce, dansant sur les murs de marbre et réchauffant les planchers. Le silence angoissant avait été remplacé par une symphonie de vie. Le rire cristallin de Lily qui courait dans les couloirs, la mélodie douce de la boîte à musique qui jouait dans le salon, et nos propres conversations à voix basse le soir. Marc n'était plus le fantôme. L'ombre de la vengeance s'était retirée de ses yeux, laissant place à une quiétude que je n'aurais jamais cru possible. Il avait restructuré ses affaires, coupant les branches pourries de son empire pour ne conserver que les activités légitimes, créant un héritage propre pour sa fille. Ricardo, complètement rétabli, supervisait désormais cette transition, son sourire plus fréquent et ses épaules moins tendues. Les murs étaient toujours là, mais ils n'étaient plus une prison. Ils étaient devenus les fondations protectrices de notre foyer, un sanctuaire où la peur n'avait plus le droit de citer. Le cycle de la violence avait été brisé, non pas par une dernière balle, mais par la décision de choisir la paix. Mon propre rôle dans ce nouvel univers s'était redéfini de manière organique, sans contrat ni discussion formelle. Je n'étais plus l'employé, ni même simplement la compagne de Marc, j'étais devenue sa partenaire. Constatant mon sens de l'organisation et mon empathie naturelle, il m'avait confié la gestion de sa chaîne de restaurants, à commencer par la Stella.
Je retournai sur les lieux de ma plus grande humiliation, non pas avec un désir de revanche, mais avec la volonté de créer un environnement de travail juste et respectueux. Je connaissais par cœur la fatigue des serveurs, l'injustice des pourboires mal répartis, la pression constante d'un manager tyrannique. J'ai tout changé. J'ai instauré des salaires décents, des plannings flexibles, et surtout, j'ai écouté. Le restaurant a prospéré comme jamais auparavant. Sa chaleur ne provenait plus seulement de ses fours à pizza, mais de l'âme que nous y insufflions collectivement. Souvent, Marc venait me chercher le soir. Il ne s'asseyait pas à sa table isolée d'autrefois, mais restait près du bar, me regardant non pas avec la possessivité d'un propriétaire, mais avec une fierté tendre et admirative. Il voyait la femme qui avait survécu, celle qui, au lieu de fuir son passé, l'avait transformée en une force pour bâtir un avenir meilleur pour tous. Un soir d'été, alors que Lily dormait enfin, épuisée par une journée passée à construire des châteaux de sable dans le nouveau bac installé dans le jardin, Marc me rejoignit sur la terrasse. Il ne dit rien pendant un long moment, se contentant de prendre ma main dans la sienne. Ses doigts, qui avaient connu la froideur de l'acier, étaient chauds et protecteurs. Il me tendit alors une petite boîte en velours. Mon cœur s'emballa, mais à l'intérieur, il n'y avait pas de diamant ostentatoire. C'était un simple médaillon en argent, gravé de 3 initiales entrelacées, E-M-L. Je l'ouvris. D'un côté, une minuscule photo de nous 3, prise quelques semaines plus tôt dans ce même jardin. De l'autre, une gravure fine disait « Mon encre, mon port, ma famille ». Les larmes me montèrent aux yeux. Ce n'était pas un bijou, c'était une promesse. C'était la reconnaissance que notre lien n'était pas né du danger ou de la nécessité, mais d'un amour véritable qui avait pris racine dans les décombres de nos vies passées. Je passai la chaîne autour de mon cou, le métal frais contre ma peau. Il posa sa main sur la mienne, juste dessus du médaillon. C'était là que notre histoire était scellée, non dans le sang et la peur, mais dans la quiétude d'une nuit étoilée. Aujourd'hui, je regarde souvent la ville s'illuminer depuis notre terrasse, la petite main de Lily dans la mienne, sa tête reposant sur mon ventre qui s'arrondit de jour en jour. Marc est derrière nous, ses bras nous entourant toutes les deux, formant un rempart contre le monde. La peur n'a pas totalement disparu. Elle est une cicatrice qui tiraille parfois, un rappel de ce que nous avons failli perdre. Mais elle n'est plus notre maîtresse. Nous avons appris que la vraie sécurité ne réside pas dans des murs plus hauts ou des gardes plus nombreux, mais dans le courage de s'aimer ouvertement, de se faire confiance avec l'aimant. Mon voyage a commencé dans la solitude et la dette, au service d'un monde qui ne me voyait pas. Il s'achève ici, dans la plénitude d'une famille de cœur, une famille née d'un mot inattendu prononcé par une enfant de deuil. Lumière dans votre journée, merci de nous avoir écoutés. Votre soutien permet à d'autres récits d'espoir de trouver leur chemin, prouvant que même après la plus violente des tempêtes, la paix peut enfin revenir.